Après l'épisode de l'Assemblée nationale, c'est maintenant la bataille de la communication entre la majorité et l'opposition au sujet du nouveau code électoral adopté hier. Les deux camps ont animé chacun une conférence de presse ce matin pour justifier leur position. Au Mali, en attendant les résultats officiels du premier tour de l'élection présidentielle, c'est l'optimisme dans les quartiers généraux des candidats favoris. Le camp d'Ibrahim Boubacar Keïta parle d'une large victoire du président sortant quand les partisans de Soumaïla Cissé annoncent la tenue d'un deuxième tour. Et puis, plusieurs produits d'origine diverses, frauduleux ou avariés ont été présentés à la presse par l'ALNF ce 31 juillet. Ils ont été saisis entre janvier et juillet 2018. L'autorité nationale de lutte contre la fraude parle d'un manque à gagner d'environ 200 millions de francs CFA pour l'économie nationale. Voilà pour le sommaire de ce 19h30. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur BF1. Elle avait promis à ses militants d'annoncer des actions contre le nouveau code électoral si celui-ci était adopté. Eh bien, en fin de compte, l'opposition a opté pour une opération de communication. Face à la presse ce matin, le CEFOP a encore une fois expliqué les raisons de son opposition à la nouvelle loi électorale. Rémi Lambert-Nébier. Nous nous présentons devant vous aujourd'hui afin que vous puissiez être notre relais pour expliquer les raisons de notre refus de donner quitus au tripatouillage. Et le mot tripatouillage refait surface dans le langage de l'opposition politique burkinabé. Cette fois-ci, c'est le code électoral qui est pris en otage. Après avoir vidé l'hémicycle la veille pour ne pas avoir à donner leur quitus au nouveau code électoral qui divise la classe politique, les députés issus des partis de l'opposition sont ce 31 juillet devant les médias pour étaler les points de divergence. Outre la principale pomme de discorde qui est le retrait de la carte consulaire biométrique comme document de votation de la diaspora, l'opposition remet en cause certaines dispositions du nouveau code électoral voté par 83 députés. Le projet de loi portant code électoral prévoit que les opérations de vote se dérouleront uniquement dans les ambassades et les consulats. En considérant le potentiel du code électoral dans certains pays, nous sommes inquiets quant à la capacité de nos représentations diplomatiques et consulaires dans ces pays de pouvoir les recevoir dans leur enceinte. L'autre analyse que nous inspire ce projet de loi, c'est que c'est l'institutionnalisation de la logique d'exclusion instaurée par la loi Chérif. Plusieurs concertations avaient pourtant été entreprises par le chef de l'État autour de la question. Mais aujourd'hui, les langues se délient pour dire qu'il n'y a eu aucun consensus préalable. On nous a dit que dans l'exposé des motifs qui a été déposé à l'Assemblée nationale, il aurait été écrit que ces questions-là ont fait l'objet d'un consensus. Je m'inscris en faux, c'est du mensonge pur et simple. Jamais sur ces questions-là, il n'y a eu consensus entre eux. Pour l'opposition politique, remettre en cause la carte consulaire biométrique au niveau national, c'est mettre en danger les Burkinabés de l'étranger. Il est inscrit au verso de cette pièce-là qu'elle tient lieu de CND pour les Burkinabés en Côte d'Ivoire. C'est du français. En 2017, l'ambassadeur a réuni tous les consuls en Côte d'Ivoire et ils ont fait un écrit pour dire n'est reconnu en Côte d'Ivoire comme pièce pour les Burkinabés que la carte consulaire biométrique. Et c'est avec cette pièce-là que nos compatriotes exercent tous leurs droits en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, si vous venez de mettre cette pièce en cause, après les élections, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce qu'on n'expose pas nos compatriotes déjà qu'ils étaient en difficulté? Quant à l'assurance donnée par le gouvernement sur l'organisation d'opérations spéciales d'identification dans les pays d'accueil des Burkinabés de l'extérieur, l'opposition oppose les questions de manque de temps et de moyens. On a position de dire qu'on va leur donner des cartes d'identité aujourd'hui. Sur quelle base? Est-on capable de sortir 1 million de cartes d'identité d'ici 2020? Ce n'est pas possible. Et en temps et en moyens, nous n'en avons pas. Pour l'opposition, aucune culpabilité de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, n'est engagée dans cette crise politique qui porte déjà ses germes.
C'est visiblement à une bataille de communication que se livrent opposition et majorité autour du nouveau code électoral, puisqu'au même moment où le CEFOP s'exprimait sur la question face aux journalistes, les députés de la majorité tenaient également une conférence de presse, un exercice au cours duquel ils ont fustigé l'attitude de l'opposition, suspectant une récupération politique déguisée. Roméo Koïta. Pour les députés de la majorité, cela ne fait aucun doute. L'opposition veut faire de la récupération politique. Pourquoi veut-elle coûte que la carte consulaire soit maintenue pour le vote des Burkinabés de l'extérieur? La réponse est simple. Selon les députés du pouvoir, l'opposition est déjà entrée en campagne auprès de l'électorat de la diaspora. C'est de la récupération politique. C'est tout simplement pour essayer de lui retirer ce privilège, ce bénéfice qu'il a eu, lui, au moins, de permettre aux Burkinabés de voter. Que du coup, des gens veulent se montrer comme les chantres du vote des Burkinabés de la diaspora. Et ils ne parlent même pas de toute la diaspora, c'est la Côte d'Ivoire seulement. L'essentiel, le plus gros de l'électorat qui va déterminer, qui va basculer le vote là, ça se passe ici. Même si par extraordinaire, ils capitalisaient tout le vote de la diaspora, ça ne suffit pas pour être élu. À propos de la carte consulaire, l'opposition estime qu'étant donné qu'il est mentionné au verso que la valeur de CNIB, carte nationale d'identité burkinabé, elle ne comprend pas la nécessité pour ceux qui la détiennent de se doter de nouveau de la CNIB. Bien que le gouvernement reconnaisse cette mention, il estime que la carte consulaire biométrique sert essentiellement de document de protection diplomatique et d'identification. S'il vous plaît, ce n'est pas le vote de l'OIA que nous organisons, c'est le vote des Burkinabés. C'est pour élire le président du Burkina Faso. Ce n'est pas pour élire le président de l'unité des Nations Unies ou de l'Union africaine. C'est pour les Burkinabés. C'est un acte de souveraineté et c'est les Burkinabés qui doivent le poser. Et on nous a toujours demandé, tous les rapports, vous allez voir, après l'élection, avant nous et même sous nous, on vous dit, on veut que les documents de votation soient plus fiables. C'est des choses qui ont été dites, l'opposition a réclamé ça toujours. Et donc, nous sommes en train de tendre vers ça. Selon les chiffres de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, il y a environ 2 500 000 potentiels électeurs burkinabés vivant à l'extérieur. En Côte d'Ivoire, ils sont environ 1 700 000 potentiels burkinabés qui peuvent voter. Parmi eux, 985 000 détiennent la carte consulaire biométrique et environ 300 000 la carte nationale d'identité burkinabé. Le gouvernement rassure que très bientôt, un dispositif sera mis en place dans les différents pays d'accueil des compatriotes pour leur délivrer la carte nationale d'identité burkinabé. Au Mali également, la guerre de la communication fait rage au lendemain du premier tour de l'élection présidentielle. On crée victoire de chaque côté. Le camp du président sortant donne Ibrahim Boubacar Keïta largement à la tête, en mesure même de l'emporter dans le premier tour. Un scénario improbable retoque l'opposition incarnée par Soumaïla Cissé. Pour elle, un second tour est inévitable. Au Mali, 48 heures après l'élection présidentielle, l'opposition affirme qu'un second tour sera nécessaire pour départager les deux candidats arrivés en tête du scrutin. Mais les partisans d'Ibrahim Boubacar Keïta, le président sortant, sont d'un tout autre avis. Ils s'attendent à une nette victoire de leur candidat dès le premier tour. La tendance générale indique que le candidat Ibrahim Boubacar Keïta arrive largement en tête. En attendant la proclamation officielle des résultats, les partisans de Soumaïla Cissé, le leader de l'opposition, remettent en cause les conditions du scrutin. Bien entendu, nous contestons à l'avance ces résultats et demandons d'ores et déjà, avant la disparition des bulletins, un recomptage contradictoire. En cas de second tour, le scrutin est déjà programmé pour le 12 août prochain. Pendant ce temps, l'Union africaine fait le point de sa mission d'observation. Elle assure que l'élection s'est bien déroulée dans les régions où ses observateurs étaient présents. Bouraïma Soulou, Abdourazak Traoré. La mission d'observation de l'Union africaine, dirigée par l'ancien président de la République du Bénin, Dr Yahi Boni, félicite le gouvernement du Mali et les candidats à l'élection présidentielle pour avoir sauvé ce scrutin qui doit relancer le pays. Après avoir signalé des cas de dysfonctionnement dans certains bureaux de vote, la mission d'observation de l'Union africaine a fait des recommandations aux différentes parties. S'investir à organiser dans la mesure du possible
les élections dans les lieux où l'insécurité n'a pas permis la tenue des élections tout en tenant compte des lois en vigueur au Mali. Poursuivre en relation avec la société civile les initiatives d'appel collectif au calme des populations et de tous les acteurs politiques. Et un appel aussi a été lancé aux acteurs politiques. Et après le gouvernement, et tout ceci en symbiose. Aux appels politiques, l'appel consiste à les inviter à poursuivre dans la voie du dialogue et de la concertation pour le règlement de toute divergence. Au gouvernement malien, les experts de l'Union africaine ont également fait des propositions sur le plan logistique. L'accent doit être mis sur la formation des agents du processus. Soit sur la formation des agents électoraux. Prendre des mesures pratiques afin de faciliter l'accès au bureau de vote aux personnes vivant avec handicap. Faciliter l'identification des membres des bureaux de vote en les dotant de matériel et d'équipements de visibilité. Poursuivre dans un esprit de dialogue avec tous les autres acteurs politiques les discussions en vue de régler définitivement la question du fichier électoral. Les observateurs déployés par l'Union africaine sont près d'une 50aine de personnes, composées entre autres d'experts analystes, d'ambassadeurs accrédités auprès de l'Union africaine et de membres d'organisations de la société civile. Plus de 2000 kg de cyanure et plus de 10 000 bidons d'huile produites dans des conditions illégales ou encore des produits pharmaceutiques impropres à la consommation, entre autres, ont été saisis par l'Autorité nationale de lutte contre la fraude de janvier à juillet 2018. La NLF parle des manques à gagner d'environ 200 millions de francs CFA pour l'économie nationale. Le récit de Madina Sinou. Stationnés devant la NLF, l'Autorité nationale de lutte contre la fraude, ces camions sont chargés de divers produits alimentaires et pharmaceutiques impropres à la consommation. Outre ces camions, le magasin de cette structure de contrôle est également rempli de produits avariés ou contrefaits. Et tout cela n'est qu'un échantillon. D'autres sites hébergent des saisies selon le coordonnateur de l'ANLF. Ces produits sont mis hors d'état de nuit par l'ANLF et cette conférence de presse vise à présenter aux yeux du monde les actions de l'Autorité nationale de lutte contre la fraude de janvier à juillet 2018. Dans le cadre de ces missions de contrôle, l'Autorité nationale de lutte contre la fraude a pu saisir 1098 kg de lait concentré, bonnet bleu, impropre à la consommation. Il s'agit du lait importé frauduleusement de la Côte d'Ivoire, sans aucun document. 10 bonbonnes de 25 litres de concentré d'arôme servant à la fabrication de boissons frélatées, whisky, pastis et j'en passe, dont les dates de fabrication de la péremption ont été effacées. 10 408 bidons de 20 litres d'huile alimentaire produite dans des conditions illégales. Ces produits, des produits alimentaires impropres à la consommation, tels que le poisson, le poulet. Toutes ces saisies ont été possibles grâce à la collaboration entre l'ANLF et les forces de sécurité. Les fautifs s'exposent à des sanctions. Il faut dire que c'est principalement des sanctions pécuniaires à partir du moment où effectivement les dispositions les prévoient. C'est des sanctions pécuniaires et des sanctions privatives de liberté. Mais la loi laisse effectivement la possibilité à l'administration de sanctionner, en tout cas financièrement, les contrevenants. Voilà, donc, comme je l'ai dit, avec les chiffres que je viens de vous donner, c'est tout ça. Mais il faut savoir que beaucoup de produits qui ont été cités aussi, comme on dit en douane, c'est des inconnus, c'est pour des inconnus fugitifs. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que quand c'est des produits prohibés, l'intéressé c'est qu'effectivement, pour ces gens de cas-là, on peut effectivement les emprisonner. Donc ils prennent la fuite. Sur les produits saisis, on note un manque à gagner de plus de 200 millions de francs CFA pour l'économie nationale. Le coordonnateur de l'ANLF appelle la population à la vigilance pour lutter efficacement contre la fraude au Burkina Faso.
Le 20 juillet dernier, la justice prononçait un non-lieu en faveur de l'homme d'affaires Inoussa Kanazoé dans une affaire où ces derniers étaient accusés de tromperie de consommateurs, entre autres. Une décision de justice saluée par l'organisation de la société civile CPPU ce 31 juillet. Abdourazak Traoré. Annoncé pour traiter de l'actualité nationale, finalement cette conférence de presse n'avait qu'à son ordre du jour le non-lieu dans l'affaire Inoussa Kanazoé. Accablé de questions, le coordonnateur du CPPU, le collectif pour un peuple uni, finira par s'irriter. Bien vrai que nous apprenons, mais vous nous apprenez. Parce qu'avant, quand le CPPU parlait, vous dites que non, que nous prenons plusieurs sujets à la fois et que vous avez souvent des difficultés de traitement de l'information parce qu'il y a trop de sujets. Mais aujourd'hui, on choisit un sujet, vous dites que non, que c'est un seul sujet. Mais allez comprendre cela maintenant que moi, je ne sais pas ce que vous cherchez. L'actualité donc au CPPU, c'est le dossier judiciaire où l'homme d'affaires Inoussa Kanazoé est accusé de faux et usage en écriture de commerce, tromperie de consommateurs, entre autres. Le 20 juillet dernier, un non-lieu a été prononcé par la justice. Ici, la nouvelle est saluée. On a eu Karma à parler de là-dessus qu'il fallait quand même un peu de la prudence parce qu'il y a vraiment certains qui avaient voulu utiliser quand même l'appareil judiciaire aujourd'hui pour des règlements de compte. Mais heureusement, nous saluons vraiment la décision juste vraiment de la décision de la justice par rapport à ce dossier. La furie du CPPU se poursuit sur les hommes de médias. Certains sont taxés de corrompus. Certains hommes de médias, je dis bien certains hommes de médias, apparemment qui sont atteints par le syndrome anti-canis, qui passaient leur temps à traiter l'information qui n'est pas réellement juste. Parce que là où ils ont puisé quand même le rapport, c'était quelqu'un qui est d'abord ami à Moussa Kwanda, ça c'est de un. Et deuxièmement, c'est quelqu'un qui n'était pas assermenté à la cour d'appel. Comment pouvez-vous verser de telles informations à la place publique tout en sachant bien qu'il y a la crédibilité même de la personne qui a produit ce rapport-là était remise en cause. Donc on avait parlé de cela et on avait dit que non, il fallait carrément un peu de la prudence. Il n'y a pas que les hommes de médias dans le viseur à cette conférence de presse. Les officiers de police judiciaire en ont eu pour leur grade. Certains hommes, au fait, certains OPJ quand même, à avoir un peu de retenue quand il y a quand même de l'interpellation au fait de certains hommes, parce que ils s'avancent souvent. En son temps aussi, on avait dit au truc à ces OPJ qui étaient sortis, qui parlaient, on les connaît tous. Aujourd'hui, c'est des gens au fait qui avaient voulu vendre la peau de l'ours avant cela, mais aujourd'hui, l'avenir, au fait, le temps nous a donné raison au CPPU. Ces mêmes personnes, au fait, qui parlaient de cela aujourd'hui, ces mêmes OPJ, mais nous connaissons que ce feuilleton judiciaire a enrichi beaucoup de personnes. Nous parlons des OPJ qui ont traité cette information. Le collectif pour un peuple uni dit détenir des informations sur l'enrichissement illicite des journalistes et des officiers de police judiciaire qui ont traité le dossier du richissime homme d'affaires. Il promet les déballer sur la place publique dans les jours à venir. Comment avance le projet de réalisation du mémorial Thomas Sankara? La question était au centre de l'audience accordée par le Premier ministre Paul Kabatieba au comité international pour le mémorial Thomas Sankara. C'était ce matin et je vous propose d'écouter à présent le coordonnateur général du projet, Bernard Sano. Nous sommes en ce moment au niveau toujours de la réalisation de l'œuvre architecturale. Bon, nous avons eu quelques problèmes dans la mesure où, comme vous le savez, ce projet-là, comme nous l'a demandé déjà le colloque, les résultats du colloque, ce projet doit être un projet inédit. Nous ne devons pas du tout retrouver ce projet-là ailleurs. Donc c'est la raison pour laquelle nous sommes assez pointilleux sur ce que nous demandons aux architectes comme projet. Et là, nous avons eu un petit problème dans la mesure où il y a eu quelques ressemblances avec des réalisations déjà existantes et les partenaires et les techniciens nous ont demandé que nous ne pouvons pas accepter ce projet-là. Donc nous avons étudié la question et il y a des propositions que nous sommes en train de faire et nous en avons soumis donc, au chef du gouvernement pour avoir l'appréciation des autorités partenaires. Et il y a beaucoup de camarades qui n'ont pas mis pied au conseil là-bas depuis. Mais le premier jour où ils ont mis le pied au conseil, ça a créé des chocs aux uns aux autres. Alors, au niveau de la famille, il faut reconnaître que c'est pire quand même. Mais je pense que les choses sont rentrées un peu dans l'ordre. Et puis maintenant, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Évidemment, au niveau de la réalisation du mausolée et autres,
il y a encore des problèmes techniques qui sont là et que nous allons du moins régler avec du moins les techniciens et les architectes. Sinon, ce côté-là, du tout, je pense que maintenant il y a l'unanimité qui est faite. Je pense que nous pourrons du tout, aller à une autre étape. Nous avons un programme du tout, qui est déroulé, mais le programme a pris un peu de retard. Sinon, c'est l'œuvre architecturale et puis maintenant, bon, mais la réalisation que nous comptons, vraiment si les choses marchent, nous comptons que la réalisation, la pose de la première pierre et tout, se fera avant du tout, la fin de l'année, sinon au début de l'année prochaine. Le ministre de la Santé et 2 premières dames ont visité le service de pédiatrie de l'hôpital du district de Bogodogo auprès de Sika Kaboré et de Maria Rosa Vaz de la Guinée-Bissau. Les responsables de la pédiatrie ont plaidé pour l'ouverture effective d'un service de néonatologie. Natacha Ouedraogo. Mardi 31 juillet 2018, nous sommes à l'hôpital de district de Bogodogo. Ici, des visiteurs d'un jour et de Malk. La première dame du Burkina Faso, Sikabella Kaboré, et celle de la Guinée-Bissau, Maria Rosa Vaz. Les 2 épouses des chefs d'État sont venues visiter la pédiatrie de l'hôpital et s'imprégner de sa réalité. Je suis très honorée de visiter cet hôpital. C'est sûrement un très grand investissement de la part du gouvernement burkinabé. J'espère que ça sera au service de toute la population burkinabèse qui aura besoin d'être hospitalisée dans cet hôpital. Une visite bien accueillie par le chef de service de la pédiatrie de l'hôpital de district de Bogodogo, qui a profité de l'occasion pour faire un plaidoyer auprès des premières dames pour l'amélioration de la prise en charge des enfants et surtout des nouveau-nés. La difficulté actuelle, c'est que nous n'avons pas encore ouvert notre service de néonatologie. Et actuellement, les nouveau-nés sont accueillis aux urgences et en hospitalisation, où nous avons identifié des salles pour les y mettre. Nous aurons souhaité que dans les jours à venir, nous puissions ouvrir notre service de néonatologie, donc que les infrastructures soient adaptées, que nous ayons des équipements suffisants pour les prendre en charge et aussi des ressources humaines compétentes. Maria Rosa Vaz est au Burkina Faso à l'occasion du séminaire régional de haut niveau sur la promotion de la sensibilisation à la lutte contre le cancer et les programmes de plaidoyer dans les États membres africains de l'Organisation de la coopération islamique, prévu pour se tenir du 1er au 2 août 2018. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Mais ne zappez pas tout à l'heure à 21h00. Ce sera l'émission spéciale consacrée au nouveau code électoral adopté hier. Il y aura des députés de la majorité et l'autre de l'opposition qui viendront débattre. Merci de votre fidélité et à tout à l'heure.